Welcome, everyone. We'll just wait 1 minute for everyone to join. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Welcome to today's EpiWin webinar, which is on a very exciting topic, which we're going to introduce you to integrated outbreak analytics. As you know, this is a comprehensive, collaborative approach to outbreak analytics, and you will hear more about it, including a tool that you can use for this approach. For that, we have a very exciting set of experts. We have here Marie-Emily Degal, who's the epidemiologist here at WHO headquarters with working on surveillance systems, and she's been leading on this work. She'll provide the welcome remarks and give you an overview of what this approach is all about. So leave it to her to explain it to you. And we also have Jérôme Bachmann-Zambruni from UNICEF. He's the unit head for public health emergencies globally in UNICEF. Then after we hear about how this tool works, we're going to hear about how it's actually been implemented at the country level. And for that, we're very grateful to have Dr. Danny Kalala and Dr. Frank Kafwa from the Ministry of Public Health in DRC. So thank you very much, Dr. Kalala and Dr. Kafwa, for joining us. We also have Dr. Nima Masika Musienene from MSF Epicenter, who will talk about measles. After how it's used in Mpox, we hear about how it's going to be used in measles. So two different diseases where this is being used. Finally, we have Yajna Alor, Technical Officer at WHO, who will sort of go through the toolkit and how you can use it. And of course, we love to hear from you, so we welcome your question and answers. So you all know me, I'm Supriya Besbara. I've been leading EpiWin for some time now. And you all know, those of you who are from the EpiWin family, that we love to hear where you've come from, what you do. So please put that in the chat. You also know that we would like your questions in the Q&A box, but not in the chat. That's because we can then keep track of it well. But any comments, insights, we love to hear from your experiences too. Put it in the chat, it will stay there, and our experts in this area will have a look and be very interested to hear what you have to say. Some housekeeping. As you know, this is a sharing learning platform. Please, we love to hear from you, but keep your comments respectful and to the topic. You're welcome to have discussions amongst yourself, but respectful, please, and to the topic. We really appreciate that. And with that, this is being recorded, as you know, and the recording will be shared on our website along with the presentations. So you will have access to the recording and the presentations to use in future. And with that, before I hand over to my colleague, Marie-Emily, we'd like to hear from you. As you know, we always start with a Slido. Can you see the Slido? Yeah. So we would like to hear from you. Why do you think an integrated outbreak analytics approach is important? Slido.com, hashtag 3925427. Slido.com, hashtag 3925427.
No response yet? Yeah. Centralizes data, predictions, orientation. Oh, social science is often neglected. So that's a tip for my colleague here. And I support you. It's very important. Orientation is coming out as the key thing. Holistic view of outbreak, multi-sectoral collaboration, cost-effective, quick action, efficiency, decision-making, coordination. Great. We can see that you do find it useful. But yes, strengthen social science for sure. Okay, as you know, we have 83 responses, a few more, it would be great. But I will now not share the slide on this platform, but it is open. So do go to slido.com, put in your comments for as long as you like. I will leave it open till the end of the webinar. We'd love to hear from you, and I will share the Slido with all the experts here, so they do get to see your view. So thank you, and over to Marie-Amélie. Thank you very much, Supriya. And I'm very excited for today. This is the first time that we get to present integrated Albrecht analytics to such a big audience and to people who are actually susceptible to actually use IOA in their daily activities during public health emergencies and outbreaks. So thank you so much for the opportunity to present to this great audience. I'd like to give the floor to Jérôme Faff-Pinson-Bruni, who has also been a major sponsor of IOA since its inception, for some words. And then I'll come back to you and introduce what integrated outbreak analytics is. Over to you, Jérôme. Thank you very much, Marie-Amélie and Supriya. Very impressed to talk in front of 700 plus participants, I have to say. So thank you very much for the opportunity. So you asked me to give some kind of opening remarks, and I just want to acknowledge that I'm not an IOA specialist. I'm a practitioner. I use IOA as part of my work as a public health emergency responders. And I would like to say that 3 things that I really appreciate about IOA. I'm saying 3 things, and I'm going to give a credit to my mother here. She always say, don't say more than 3 things, otherwise people don't remember. So 3 things. First thing, what I like with IOA, it's an approach, and that is collaborative, that brings multi-partners together, that brings data from different sources, and that is in support of local authorities, local actors, and local decision making. So what I've been experiencing is that it's the right setup during public health emergency responses. The other thing is it's not dogmatic. Practitioners in IOA, I've seen they adapt the way the analytics needs, the data collection and the analytics are being made to each situation. It's a field operation. So it comes from the field, it's for the field, and this is really something that is an added value to this approach. And I think that's what the toolkit now that will be presented will further allow to see how we can take some experience and to implement, if not all of it, but part of it to be implemented during public health emergency response. So that was my second point. My third point is as part of the fact that it's multi-actors, I think the very added and strong added value is that it creates a shared data and analytics among partners to inform decision making, and with data that are coming from communities and from community perspective, in addition to
the existing data that are already there, but it really brings different source and the community perspective to allow decision making. So when you look at the best interest of children, like in UNICEF, which is our mandate, but when you look at how you can make sure that a public health emergency responds to community needs, it's really a tool that allows decision making to be made across the different pillars for orienting actions in favor of these communities. So these are the three things that I wanted to highlight before we start. I also very curious about what will be the different presentation and the perspective. And I'm gonna end here acknowledging that I was very impressed by the 700 plus participants that I had to present to, and I'm giving it over to people that I will have to present to 800 plus participants. So good luck with them, to them. Over, and thank you very much. Thank you very much, Jérôme. So I will be sharing my screen now and introducing what IOA is to all of you. Okay, so what is, in fact, the integrated Albrecht analytics approach? And here's a short video for you to listen to. What is Integrated Outbreak Analytics, or IOA? When investigating a disease outbreak, the first information that we look for in classic epidemiology is person, time, place. That is, who is affected, when it is occurring and how quickly it is spreading, and where it is spreading. In addition, we ask what pathogen causes the disease and what is the clinical impact. That is, what are the symptoms, and are the symptoms so severe they lead to hospitalization or death. This paints a basic picture of the outbreak, but it doesn't give us the whole picture. For example, it doesn't tell us why some people are more affected than others, or how families and communities may be reacting to the disease or response interventions. IOA, or Integrated Outbreak Analytics, is an approach to better understand outbreak dynamics. IOA tells us why a disease occurs in a particular location or community at a particular time, and how the disease as well as response activities affect the communities. A better understanding of the perceptions or behaviours of communities might help explain why they are at increased risk. Surveys, interviews or focus group discussions are all good ways of gathering this information. Knowledge about pre-existing health risks or vulnerabilities, such as vaccination status, might also explain why we are seeing peaks in certain communities. This data is provided by health facilities or national health information systems, such as DHIS2. It is also critical to find out whether healthcare workers have the knowledge and capacity to diagnose and properly treat the outbreak disease. This information is found in healthcare programme reports or by performing surveys with healthcare workers. We should also investigate events or local context that could be related to the outbreak. For example, was there a rupture in vaccine supply or new policies implemented? This information can be found in local health programme reports, newspapers or social media. Finally, it's crucial that we consider social and gender norms, such as who is responsible for treating the sick at home. Such norms may put certain communities or individuals, such as women or the elderly, at higher risk. Such information is obtained via healthcare programme reports, anthropological studies, qualitative interviews, focus groups, and discussion with staff and teams. Even though all this information comes from different sources, they are interconnected. They help us to see the various influences on outbreaks. IOA recognises that these factors may differ from place to place, and therefore is always performed at the local level and in partnership with local ministries of health and stakeholders. To find out more about IOA, please select one of these videos. So in practice, how do we implement IOA? We'll see that in more detail when our colleagues from the Democratic Republic of Congo show their examples. But there are 5 steps to the IOA process. First of all is questions come from various professionals on the ground that we call trigger questions. And once those are identified, they need to be validated, and then we start investigating how we can answer those questions.
through the review and interpretation of data and information that are either readily available, or if we need further information, we might have an ad hoc information collection from the ground. This data and information can come from a spectrum of sources, from case-related information, more contextual information, social information, environmental, animal health. All sorts of sources can be used as basis for to answer the trigger question. Then this information is analyzed collaboratively and in an integrated way, in a way that leverages the experience of the various experts that are involved in the IOA structure that looks into the trigger question. And that way it incorporates various set of perspectives from the different expertise. At some point, further data might or might not need to be collected. This collaborative integrated analysis brings some findings that are then interpreted collaboratively. And this interpretation gives a similar and a common understanding of what the situation may be. Together, all the stakeholders and partners involved will then come up with some solutions and some actions that may address and that will address the source, the causes that led to that trigger question. At this stage, IOA suggests that there is a log of all the activities that have been decided collectively, collaboratively, so that each stakeholder is accountable to the actions that have been decided based on the evidence that has been found. And then the last step to the IOA process is to monitor how the evidence that has been generated through the process is being used and what is their impact. And this can bring to an iterative process where you come back to the trigger question and then review again the data to see, to measure this impact or to see whether there are any corrective measures to be taken. So briefly, and because Jérôme already addressed that, but how was the IOA approach developed? First of all, this approach was developed in the Democratic Republic of Congo with the Ministry of Public Health, whose representatives we have today with us. And that was during the Ebola outbreak that affected Eastern DRC in 2018-2020. And it was a collaboration between the Social Science Analytics Cell and an EpiCell that ended up, fortunately, to work together to respond to ad hoc trigger questions that were not at that time called trigger questions, with a need for a holistic understanding of the situation during this Ebola virus disease outbreak. And we finally called this Integrated Outbreak Analytics. In French, because it was in the Democratic Republic of Congo, it was called Analyse intégrée des épidémies. So the initial establishment of this IOA initiative was held by UNICEF, the United States Centers for Disease Control, WHO, Epicentre, and the London School of Hygiene and Tropical Medicine, as well as the Institute of Tropical Medicine of Antwerp initially. And later, the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies joined us, all of those under the GORN umbrella. The reason for those organizations was that they were together with the ministries of health, obviously involved during public health emergencies. Those were the usual suspects to be deployed internationally on outbreaks and supporting ministries of health and national public health agencies during public health emergencies. Since then, the approach has expanded to address other health crises, not only in DRC, but also in Guinea, Ghana, Haiti, and Uganda on COVID, cholera, Marburg, but also looking at sexual and gender-based violence, as well as malnutrition. This is the group of organizations that have been involved somehow in the IOA process in countries since 2018-2020. There is the IOA core team, and around here you see the IOA network. Goes from international non-governmental organizations to national public health institutes to UN organizations and academia, obviously with this whole panel of operational research that has been very important.
And we have been supported by the Global Outbreak Alert and Response Network ever since the inception of this project. The key outputs to date, and those are just the really like tangible deliverables. Of course, there's been a lot of communication materials that we've put together, but it's been long. We had initially IOA network calls and IOA field exchanges that you can find on our website. We will be sharing that link later. There's been training in 2024 in Malawi, and also foundational workshop in Senegal organized for WHO specifically, where some colleagues from other organizations joined. And then this year, we were fortunate enough to be able to publish the IOA toolkit in English and in French. And this toolkit that Yajna will be presenting at the end of this webinar was collaboratively developed, not only by WHO, but also by other colleagues from various organizations, including the Ministry of Public Health from DRC. So the next steps for us would be to be able to roll out the IOA approach and support interested member states with this rollout, engage in more collaborations with national and regional partners, and hopefully include this approach to training curricula for maybe epidemiologists, but also social scientists, to publish more on the IOA toolkit and on this approach, and of course, to try to mobilize resources to be able to do all of the above. Here are some of our contacts and links to our YouTube channel and website, and over to our next speaker. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Emily, for that wonderful overview. Now you've heard about Outbreak IOA. Let's hear about what it's like in the countries. I would like to invite Dr. Danny Kalala to please present. Dr. Danny Kalala. I just want to also add that we do have interpretation. So this presentation will be in French, but if you go to the globe-like thing at the bottom, which says interpretation, and choose English, you will have interpretation in English for those of you who want to listen to this in English. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Docteur Danny étant un peu empêché, donc c'est moi, Docteur Franck, qui fera la présentation et il pourra toujours me compléter pendant que je serai en train de faire cette présentation. Alors, cette présentation, voilà, pour cette présentation, nous allons commencer par faire un petit rappel du contexte. Ensuite, nous parlerons de l'organisation actuelle de la cellule d'analyse intégrée. Et après, nous parlerons de méthodologie de travail actuelle, les leçons apprises, les défis, ainsi que les perspectives par rapport à l'appui de la CAI dans la réponse importante. Alors, pour ce qui est des rappels, je crois que la présentatrice précédente a rappelé le contexte de la création de la cellule d'analyse intégrée. Donc, c'était lors de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola au niveau du Nord Kivu et des sites Kivu. Alors, les constats pendant cette épidémie étaient que les données étaient éparses et non intégrées. Et cela avait entraîné une faiblesse dans la coordination et un sérieux retard dans la prise de décision. Et pour faire face à cela, le ministère de la Santé, avec les partenaires techniques et financiers et d'autres partenaires, se sont mis d'accord pour mettre en place la cellule d'analyse intégrée, qui avait pour mission de centraliser toutes les données multisources et de fournir maintenant des analyses,
de façon régulière et intégrée pour partager avec le management et accélérer la prise de décision. Alors, pour ce faire, actuellement, la cellule d'analyse intégrée est organisée ou se positionne au niveau de la section planification du Centre des opérations des urgences de santé publique de la RDC. Et c'est au niveau de la section planification que cette cellule d'analyse intégrée est implémentée. Et dans cette cellule d'analyse intégrée, il y a la composition de plusieurs experts, des épidémiologistes, des biostatisticiens, des gestionnaires des données, des analystes. Tous se réunissent pour aider à une réponse rapide et efficace. Alors, dans ce qui concerne le rôle que la cellule d'analyse intégrée a joué dans la réponse MPOX, la cellule d'analyse intégrée dans la réponse MPOX a aidé dans la coordination et intégration des données, les analyses et la production des indicateurs clés. Ensuite, l'orientation stratégique auprès des managements, la contribution aux produits d'information, l'innovation et la digitalisation, ainsi que les renforcements des capacités. Pour ce qui est de la coordination et intégration des données, donc au sein de la cellule d'analyse intégrée qui a appuyé la réponse MPOX, nous collectons les données multisources, les données qui nous viennent de surveillance, de la prise en charge, des laboratoires, des CREC, de la vaccination. Et toutes ces données sont analysées et ils sont intégrés. Et pour intégrer ces données, nous avons développé et mis en place les SOP pour le nettoyage et l'intégration de toutes ces données. Une fois les données intégrées, les bases unifiées, nous procédons maintenant aux analyses. Et ces analyses que nous proposons au sein de la cellule d'analyse intégrée sont utilisées dans l'élaboration des sites web, dans l'élaboration et la production de présentations des réunions stratégiques qui sont des réunions hebdomadaires et également dans la production des indicateurs stratégiques comme les taux de positivité, la couverture vaccinale, les suivis des contacts, les délais de rendu des résultats. Donc, tout ça, ce sont des analyses que nous élaborons au niveau de la cellule d'analyse intégrée pour présenter au management afin que ces derniers puissent prendre des décisions. Et là, il y a l'appui dans la prise de décision. La République démocratique du Congo étant un pays vaste, avec le contexte des ressources très limitées, au sein de la cellule d'analyse intégrée, nous avons développé des critères de priorisation des zones de santé. Et lorsqu'on a développé ces critères de priorisation des zones de santé, en termes de zones de santé hotspots, les zones de santé sous contrôle, les zones de santé affectées, cela avait permis à ce que les ressources puissent être très bien orientées, très bien organisées et pendant les déploiements des équipes d'intervention rapide, nous avons pu aider le déploiement des équipes sur terrain et même l'allocation de vaccins. Cela avait permis à ce que nous puissions faire cela dans la réponse MPOX. Là, c'est juste l'exemple de ce que nous avons pu faire. Et en ce qui concerne l'innovation et la digitalisation, la cellule d'analyse intégrée a permis à ce que nous puissions implémenter la digitalisation dans les rapportages des données MPOX en République démocratique du Congo. Certes, actuellement, la couverture est encore partielle, mais nous sommes encore en train de travailler avec les partenaires techniques financiers pour voir comment couvrir du moins une bonne partie de l'étendue du pays. Et cela se fait au travers de l'outil DHS pour la remontée des données au niveau central. Et c'est là que nous puissions avoir les données à temps réel, vu qu'au départ, on avait des difficultés pour avoir des données.
à temps réel. Alors, au sein de la cellule d'analyse intégrée, il y a ces développements-là des SOP, des nettoyages et d'intégration de données. Nous avons également élaboré des plans de nettoyage et des plans d'analyse. Et tout ça, ce sont des choses que nous avons fait au niveau de la cellule d'analyse intégrée pour répondre à la réponse MPOX. Il y a aussi les aspects des renforcements des capacités que l'équipe qui gère la cellule d'analyse intégrée apporte aux acteurs de la réponse. Donc, il y a les renforcements des capacités. Il y a également des ateliers organisés pour l'harmonisation des données avec les provinces. Ça s'est fait en janvier 2025 où nous avons réuni tous les gestionnaires de données de tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo afin que ces derniers qu'on puisse harmoniser les données ensemble avec toutes les provinces. Et aussi, la cellule d'analyse intégrée, c'est vraiment une plateforme de plaidoyer auprès des partenaires pour mobiliser les ressources. Et ça, c'est très important parce que à chaque fois qu'il y a des équipes qui viennent en appui au sein de la cellule d'analyse intégrée, nous nous réunissons et nous discutons ensemble pour voir comment orienter et prendre des décisions. Pour ce qui est de la méthodologie du travail, au sein de la cellule d'analyse intégrée, dans le cadre d'appui à la réponse MPOX, nous nous réunissons chaque semaine. Les réunions peuvent être en présentiel ou en ligne. Donc, nous nous réunissons là et après, pendant ces réunions, nous nous répartissons des tâches, des délais et nous pensons également en revue tout ce que nous avons fait comme analyse pour les semaines précédentes. Nous attendons également les feedbacks du management parce que le management aussi, après avoir effectué des analyses, ils nous font également des feedbacks pour nous aider à améliorer le travail que nous leur faisons. Comme leçon apprise, au départ, lors de la réponse MPOX, nous nous sommes retrouvés avec 22 modèles de base de données. Et pour corriger ces problèmes, c'était vraiment un challenge pour nous, mais nous avons réussi quand même à avoir une seule base de données pour toutes les provinces. Et nous avons standardisé l'outil de collecte des données dans toutes les provinces. Et aussi, pour ce qui est de leçons apprises, vraiment au sein de la cellule d'analyse intégrée, c'est vraiment une instance collaborative. Et là, on a une lecture unique des données que nous partageons avec tout le monde. Donc, la lecture est vraiment unique. Une fois que nous avons les données, nous analysons ensemble avec tous les partenaires techniques et financiers et nous partageons les mêmes données avec tout le monde. Et aussi, parmi les leçons apprises, il y a la digitalisation qui est en train d'être accélérée, qui accélère plutôt l'analyse et la visualisation de données. Il y a également les renforcements des capacités au niveau des provinces, ainsi que la communication claire. Mais les défis restent encore énormes, étant donné que la digitalisation ne se fait pas encore partout dans toutes les provinces. La digitalisation, actuellement, c'est dans quelques provinces et d'autres provinces utilisent encore la remontée des données à partir des bases Excel. Et nous avons encore ce problème-là de qualité des données. Nous avons des problèmes de complétude des données et de promptitude et aussi la capacité limitée des acteurs qui appuient ou des experts qui appuient la cellule d'analyse intégrée, étant donné que ces derniers dépendent plus des contrats qu'ils signent avec les organisations. Et aussi, il y a toujours ces problèmes de logistique, problèmes de connectivité, faible connexion Internet, que ce soit au niveau central, même au niveau des provinces, et aussi la charge de travail. Donc, il y a vraiment ces grands défis par rapport à la charge de travail où les experts de la cellule d'analyse intégrée sont parfois appelés à travailler même hors les heures de travail. Donc, on travaille des fois même pendant les week-ends où nous continuons toujours à travailler. Et il y a cette incertitude dans la durabilité de la cellule d'analyse intégrée, étant donné que les ressources
ne sont pas toujours disponibles. Alors, comme conclusion, nous allons dire que la cellule d'analyse intégrée, peut être considérée comme les centres nerveux de la réponse à la République démocratique du Congo, étant donné qu'elle apporte une vision claire et intégrée des épidémies, une production des analyses rapides et fiables et une aide à la prise de décisions stratégiques pour la coordination efficace des réponses en République démocratique du Congo au niveau des provinces et au niveau national. Il est quand même indispensable d'assurer un soutien à long terme afin de garantir la qualité et les bonnes analyses de données au sein de la cellule d'analyse intégrée de la République démocratique du Congo. Merci à tous. Merci beaucoup, docteur Franck Afoa. Maintenant, on donne la parole à Nima Moussienene. Bonjour à tous. Merci pour l'accord de la parole. Je suis en train de partager mon écran. Est-ce que ça marche de votre côté? Oui, très bien. Il faut aller à la première slide. Et si vous pouviez mettre votre vidéo, merci. À la vidéo, OK. Ça marche? Oui, allez-y. OK, merci beaucoup. Just 1 minute. I want to let all the participants know that invitation is available for French and English. So those of you who want to listen in English, please go to the bottom of your screen to the globe icon, which says interpretation, and select English there if you want to listen to it in English, and French if you want to. French, of course, is the language in which this is being presented. Thank you. Please go ahead, Nima. OK, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Moi, c'est Neema. Actuellement, je fais la coordination des études mixtes et des études qualitatives au sein du projet ERGPI. Je suis basée à Lubumbashi, en RDC. Pour information à ceux qui ne connaissent pas le projet ERGPI, le projet ERGPI, c'est un projet qui est mis en place par MSF dans la région du Katanga, spécialement dans 4 provinces, notamment Tanganyika, Olomami, Lualaba, Haut-Katanga et Tanganyika, Olomami, Haut-Katanga et le Lualaba, pardon. En fait, ce projet a été mis en place depuis 2018 dans l'objectif d'améliorer les activités préventives qui étaient menées en 2024 par MSF. Et cette année, elle a été mise en place pour améliorer les activités des ripostes parce que le projet est passé de la préventive à la riposte. Ce projet comprend 4 types d'activités, notamment la surveillance, la confirmation biologique, les interventions, notamment la vaccination et la prise en charge des cas de rougeole et la recherche opérationnelle. Notons que ce projet n'est pas réalisé au même moment dans les 4 provinces. Avant de réaliser les projets dans une zone de santé de ces 4 provinces, on sélectionne d'abord les zones de santé qui sont à haut risque sur base des analyses de la surveillance. Alors, le volet recherche opérationnelle comprend aussi des paquets. Il y a d'abord l'activité des enquêtes de couverture vaccinale qui sont menées avant la vaccination, pendant la vaccination et après la vaccination. Parce que dans chaque zone de santé sélectionnée, il y a d'abord la vaccination contre la rougeole qui est mise en place et parfois elle est associée aussi à la vaccination de rattrapage
c'est-à-dire les enfants qui sont en conflit avec leur vaccin des routines sont aussi rattrapés. Et à côté de ces enquêtes de couverture vaccinale, il y a des études qualitatives qui sont aussi mises en place. Elles ont été mises en place l'année passée. Et cette année, il y a une étude qualitative qui a été mise en place dans la zone de santé de Luamba pour compléter, pour fournir des informations supplémentaires à l'étude, aux enquêtes de couverture vaccinale parce qu'elles s'arrêtent à la couverture vaccinale, mais aussi à l'identification des raisons de nos vaccinations. Toujours, mais aussi à côté des études mixtes et des enquêtes, à côté des études qualitatives et des enquêtes de couverture vaccinale, cette année, nous avons implémenté 2 études qualitatives. La première, c'était en collaboration avec l'analyse intégrée des épidémies dans la zone de santé de Luamba. Et la deuxième, c'était implémentée par l'épicentre dans la zone de santé de Bukama dans les Hauts-Lomami. Toutes les 2 zones de santé se trouvent dans la province du Haut-Lomami. Alors, pour comprendre l'épidémie de la rougeole dans la zone de santé de Haut-Lomami et même les raisons de non-vaccination approfondir, nous avons mis en place une étude mixte dans le cadre des analyses intégrées des épidémies. Et cette étude mixte nous a aidé à mieux comprendre les perceptions et les expériences des gens face à la rougeole, leurs connaissances et leurs pratiques face à la rougeole, mais aussi elle nous a permis de comprendre les normes sociales et les événements qui ont eu lieu dans ces 2 zones de santé, parce que tout cela peut influencer l'acceptation ou même le refus de la vaccination au sein des ménages. À part cela, au niveau des structures sanitaires, nous avons observé les différents équipements qui entrent en jeu, qui sont pris en compte surtout dans le cadre de la vaccination des enfants, notamment l'existence des chaînes de froid et même les systèmes de fonctionnement du service de vaccination. Et tous ces éléments ont été vérifiés au travers des enquêtes ménages qui ont été menées dans toutes les aires de santé qui étaient ciblées par ces activités de vaccination menées par MSF à Luamba et à Bukama. Aussi, il y avait la composante qualitative qui nous a aidé aussi à explorer ces aspects. C'était au travers des entretiens individuels que nous avons menés auprès des agents de santé et même des membres de la communauté tels que les décideurs directs des enfants, c'est-à-dire les parents des enfants, mais aussi les personnels de santé et les leaders communautaires locaux. Alors, après la compréhension de tous ces aspects, les événements, les normes sociales, les équipes opérationnelles de MSF ont utilisé les résultats issus des études mixtes dans l'élaboration d'une liste de messages clés qu'ils ont transformés en termes d'inquiétude de la communauté auxquels ils ont apporté des réponses. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de s'en servir sur le terrain dans les cadres de communication lors des préparations des activités de vaccination. Alors, après la collecte de données, les résultats ont été partagés aux équipes opérationnelles MSF. Et quand je parle des équipes opérationnelles MSF, ce sont les agents impliqués dans la vaccination et les agents impliqués aussi dans les activités de promotion de la santé, c'est-à-dire la communication. Et dans les petits tableaux qui est devant vos écrans, il y a des résultats qui sont ressortis de l'étude mixte menée dans la zone de santé de Luamba et celle qui a été menée dans la zone de santé de Bukama, mais aussi de l'étude qualitative qui a été menée dans la zone de santé de Bukama. Et après le partage des résultats, nous menions des petites discussions avec ces équipes opérationnelles pour essayer de voir quelle action peut être mise en place sur base de quelle évidence dans le but d'améliorer les actions sur les terrains. Il y a des actions qui ont été mises en place avant la vaccination, notamment dans les activités de promotion de la santé, et d'autres actions qui ont été mises en place surtout à Luamba pendant la vaccination.
Et à Bukama, comme la vaccination est en cours, il y a des actions qui sont aussi en cours d'implémentation. Alors, comme je vous disais qu'il y a des normes culturelles, il y a des événements qui ont influencé, qui influencent l'adoption ou le refus de la vaccination au sein des ménages. D'abord, concernant la culture, dans la zone de santé de Bukama et de Luamba, il est ressorti qu'il existe des religions traditionnelles qui interdisent la vaccination à leurs adeptes. Et suite à cela, les enfants ratent la vaccination des routines et même les vaccinations les campagnes de vaccination qui sont organisées dans ces deux zones de santé. Et suite à cela, nous avons proposé aux équipes opérationnelles lors des discussions d'identifier ces églises et d'intégrer les leaders de ces églises dans les activités de promotion de la santé pour que ces derniers puissent faciliter l'adhésion à la vaccination par les autres membres de ces églises résistantes. Aussi, par rapport aux normes sociales, il est ressorti que au sein des ménages, c'est le père qui est le principal décideur sur la vaccination des enfants. Alors que lors de l'étude mixte que nous avons menée à Bukama, les parents, surtout les pères, sont toujours absents pendant les activités, pendant l'organisation de vaccination des routines et même des campagnes de vaccination. Cela étant, nous avons proposé aux équipes opérationnelles, notamment aux équipes HP, c'est-à-dire les équipes de promotion de la santé, d'identifier les groupes qui rassemblent les hommes, tels que les associations des motards, les églises et les marchés, pour annoncer la vaccination aux papas, c'est-à-dire aux pères, parce que c'est eux les principaux décideurs au sein des familles pour que les enfants soient préparés et ne ratent pas la campagne de vaccination MSF. Une autre information en rapport avec la culture, c'est que la plupart des décideurs étaient des agriculteurs dans les deux zones de santé où on est passé. Et l'avant-midi, généralement, surtout dans la zone de santé de Luamba, les mères étaient absentes. Alors que c'est l'avant-midi que la plupart des activités de campagne de vaccination et même les PEV de routine étaient organisées dans ces lieux. Et compte tenu de cette information, normalement, les activités de vaccination lors des activités de vaccination organisées par MSF, les sites de vaccination sont ouverts de 8h à 16h, mais comme il y a des parents qui arrivent un peu à retard à domicile, nous avons proposé aux équipes opérationnelles de décaler un peu d'une heure l'heure de fermeture des sites pour que même les parents qui partent au champ reviennent et aient l'occasion de vacciner leurs enfants. Cela a été fait à Luamba et est en train d'être fait dans la zone de santé de Bukama. Autre chose, c'était les conflits intracommunautaires. Il y a des villages et des membres des villages qui sont séparés par des conflits coutumiers. Il y a même des personnes qui se sont déplacées avec leurs enfants, surtout à Luamba, par exemple. Il y a un conflit qui a suscité un déplacement massif des populations et cela a poussé que certains enfants puissent rater la vaccination. Et principalement pour les cadres de la zone de santé de Bukama, où les membres des villages sont séparés et refusent les actions qui sont menées par les personnes étrangères. Les équipes opérationnelles ont décidé de recruter les relais communautaires et de les affecter dans leur village de provenance parce qu'il y avait des cas même lors des entretiens individuels approfondis, il y a des cas d'agression des relais communautaires qui étaient signalés par les agents de santé qui étaient utilisés dans les passés dans cette zone de santé. Certaines personnes refusaient la vaccination à cause de la peur des effets secondaires. Et cette peur des effets secondaires est expliquée par le fait que, après la vaccination, quand la femme développe les signes tels que la fièvre, les maux de tête et autres signes de MAPI, et que les parents ramènent l'enfant au centre de santé pour la prise en charge ou bien au site de vaccination, les agents de santé demandaient
de l'argent. Et ça, c'était un blocage pour les parents pour faire vacciner leurs enfants et pour les amener au site de vaccination. Suite à cela, nous avons proposé aux équipes opérationnelles de vaccination de disponibiliser au niveau de chaque site de vaccination des kits de prise en charge, c'est-à-dire les médicaments, les antipyrétiques, pour la prise en charge gratuite des effets secondaires chez les enfants qui manifestent les MAPI. Cela a été mis en place à Luamba et ça a encouragé les parents qui avaient peur des effets secondaires à amener leurs enfants pour la vaccination. Il y a aussi des gens qui doutent de l'efficacité de la vaccination. Ça, c'est ressorti dans les entretiens qualitatifs parce que même après la vaccination, les enfants développent la rougeole. Autre part, il y a aussi des pratiques au niveau de la communauté. La présence des agents de la Croix-Rouge à Luamba et à Bukama qui traitent les enfants malades de la rougeole à domicile. Et du coup, cela retarde la prise en charge des enfants. Il y a des enfants qui arrivent au niveau des structures spécialisées en état déjà dans un stade vraiment critique. Et suite à cela, les équipes opérationnelles MSF ont recruté les représentants de la Croix-Rouge comme superviseurs de la promotion de la santé dans le cadre de la riposte MSF. Et ces agents de la Croix-Rouge ont été formés sur les systèmes de référencement et désormais ils commencent à orienter les enfants au niveau des sites de traitement de la rougeole qui est installé dans la zone de santé de Bukama par MSF. Autre chose, c'était lié à la connaissance. Lors des entretiens et même dans les enquêtes ménages, il est ressorti que la plupart des parents ne connaissent pas les types de vaccins. Il manque aussi des connaissances sur les calendriers vaccinal et les nombres de doses. Et comme je l'avais déjà dit, les acteurs HP ont inclus aussi les types de vaccins, les messages sur les calendriers vaccinal dans la liste des messages qu'ils donnent au niveau de la communauté. Et ce module est en train d'être utilisé dans d'autres zones de santé sélectionnées pour la riposte MSF. Un autre blocage à la vaccination identifié, c'était la longue distance entre les ménages et les structures de prise en charge qui empêchaient les parents à amener les enfants au site de vaccination. Il y a des parents qui partaient avec leurs enfants au niveau des champs, soit au niveau des campements des pêches, et ils restaient pendant plusieurs semaines. Et les enfants rataient ainsi leur rendez-vous pour la vaccination des routines. Autre part, il y a les cours d'eau qui étaient un blocage à la vaccination des enfants. D'autres signalaient le manque de moyens pour payer les frais de transport, c'est-à-dire pour payer les frais, la pirogue pour la traversée. Et les autres manquaient même la pirogue, ils disaient qu'ils étaient prêts pour amener les enfants à la vaccination, mais comme il n'y avait pas de pirogue, ils restaient carrément à la maison et ne pas amener l'enfant à la vaccination. Peut-on conclure, s'il vous plaît, Nima? Peut-on conclure, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, merci beaucoup et merci pour votre patience. Alors, donc, en conclusion, l'analyse intégrée des épidémies a aidé les équipes MSF à ajuster chaque jour sans attendre la fin ou bien l'élaboration des rapports, la publication des rapports finaux, à ajuster leurs actions et même à mieux comprendre les contextes des zones dans lesquelles ils implémentent leurs interventions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nima. À vous, Yajna Eloi. Thank you very much, Dr. Nima. And now I'd like to invite Dr. Yajna to give us overview of the Integrated Outbreak Analytics Toolkit, something that you can use now that you know what's in the country. Thank you. I will try to be quick. Can you hear me? Yes. I will try to be quick as we are already slightly delayed. So we developed the IOA toolkit to support the application of IOA across various settings.
It is largely based on initial experience from DRC. And it was developed in consultation with various entities already using IOA, and it was equally also reviewed by several experts. We had 2 rounds of reviews. It builds on existing tools, templates, reports, case studies, etc., that had already been developed, and the IOA toolkit basically brings everything together. The objectives of the toolkit are to provide a comprehensive understanding of IOA, and especially its significance of an integrated and holistic approach, as Marie-Amélie had described in the first presentation. It also offers a step-by-step guidance on how to set up, how to use IOA and practically implement the IOA approach. So the audience of the toolkit is basically anybody, but more specifically, national public health authorities, district and local authorities, and responders to outbreaks. It can be any group, any international organization that responds to outbreaks and would like to use it as a guidance for using the approach. So we try to really have a user-friendly design and something hopefully not too heavy, that is easy to use and practical and clear. So here on the right-hand side, you can see for example, our documents at a glance. We have lots of links to the different chapters, to the different SOPs. We have the overview, and there's a lot of jumping back and forth possible in the toolkit. We also have a glossary that explains all the terms, some more general, but also some quite specific to IOA. I also don't know if we mentioned it in the beginning or at any point, but the IOA toolkit exists in English and in French as well. We have interactive chapter covers where you can jump from one section to the other. We have a navigation bar. So on the right, you see a navigation bar, which is present through the whole toolkit, which also allows you to go back and forth. A lot of figures, tables. We have a whole set of examples throughout the toolkit. Some are taken from the beginning to the end, and they continue throughout the toolkit through the different steps of the process. And we have here again some exercises and several examples. And at the end, we have a whole set of standard operating procedures, as well as templates, which you can download in Word and use as a basis to complete. Yes. So I ran through the presentation, but I realized we're very late. I kept it very brief. It's just an introduction on what the toolkit is about and what is in the toolkit. And of course, the whole toolkit is available on our website. So the best would be just to go there and download it. Thank you very much. And questions and answers. Thank you very much, Yajna, and appreciate your keeping it short in the interest of time so that we can have a few questions from the participants. I see we have quite a few questions here. So over to Q&A. My first question is to Marie-Amélie, and it's on One Health. Is Matthias Bezon has asked, maybe I missed it, but is IOA using the One Health approach? So yes, it supports obviously to use the One Health approach. It's a all hazards risk-based approach. One Health having environmental, animal health, and human health interacting together. Obviously, IOA also looking to various sources of information to inform outbreak dynamics. Animal and environmental health are entirely part of this. We have not a formal collaboration on IOA settled with WOA, FAO, and UNEP, but I don't
think that needs to be necessarily formal. We welcome everyone interested in using the IOA approach to be part of the IOA network and contributing to IOA tools. Thank you. The next question is one from Suzanne Munsterman. It's in French, so maybe you might ask that. Of course, I read it, Supriya. Thank you, Susan, for your question. La question est donc en français pour Dr Kalala et Dr Franck Kafoua. Comment le IOA, l'AIE, s'intègre-t-elle dans le travail d'un COUS s'il est activé, par exemple dans le cas d'Ebola? Dans le travail d'un COUS, il y a aussi une cellule épidémiologique qui collecte des données pour les interpréter et fournir aux incident commanders pour mieux gérer la réponse. Donc, si docteur Franck ou docteur Dani pouvaient parler de leur expérience dans ce cadre-là et pour répondre à Suzanne. Merci. Oui, merci beaucoup pour la question de Suzanne. En fait, au sein de la cellule d'analyse intégrée en République démocratique du Congo, cette cellule évolue déjà dans la section planification du COUS. Donc, une fois un incident activé, la cellule d'analyse intégrée va directement commencer à aider dans la production des analyses et l'équipe qui travaille sur la remontée des données des épidémies va intégrer la cellule d'analyse intégrée pour qu'ensemble, on puisse apporter des analyses unifiées et partagées à tout le monde. En fait, c'est vraiment une collaboration vu que le COUSP, c'est déjà dans les centres des opérations d'urgence. Une fois activé, il y a la cellule d'analyse intégrée qui est déjà dans la section planification du centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc, il n'y a pas de problème dans la collaboration. Tout se passe exactement très bien. Merci. Thank you very much. So the next question is going to be, who should I? Just excuse me a minute. So then, so there's another question. As IOA depends on data, how to address issues with completeness and accuracy in low-income countries? Who would like to go for that? Mariamali or Yachna? Because I think maybe we could have, I can start, and then it would be interesting to have the point of view of our colleagues in the MOH who actually use IOA. So moi, je we peux have parler this de concept. l'exemple de la RDC. Ah, bien sûr. OK. Alors, pour avoir la certitude qu'on a les données de qualité qui nous sont remontées au niveau du terrain, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec les divisions provinciales de la santé, les responsables des divisions provinciales de la santé, les responsables des zones de santé et également les responsables des aires de santé. Les données sont collectées au niveau des aires de santé et ces données doivent être validées par les responsables de l'aire de santé qui est l'infirmier titulaire de l'aire de santé. L'infirmier titulaire partage ces informations ou ces données auprès de médecins-chefs de zone et les médecins-chefs de zone, à son tour, ils ont une réunion où ils valident la qualité de ces données avant de partager au niveau de la division provinciale de la santé. C'est-à-dire que si les données posent déjà problème, déjà au niveau de la zone de santé, on peut déjà dire que ces données posent de problèmes. Et la province aussi a la possibilité de vérifier la qualité des données avant de partager au niveau central où se trouve la cellule d'analyse intégrée afin que l'on puisse commencer aux analyses de ces données. Mais il y a aussi des fois où les données peuvent arriver jusqu'au niveau de
jusqu'au niveau national, au niveau de la cellule d'analyse intégrée. Mais pendant les analyses, nous constatons qu'il y a des anomalies. On peut toujours faire un feedback pour la vérification au niveau du terrain afin de comprendre la qualité des jets, de la qualité de ces données. Donc, euh, la vérification se fait à plusieurs niveaux et il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués pour nous aider à voir les données. Merci. Thank you very much, Dr. Frank, for that example, real life example of how you work in low-income settings. Anything that Yajna and Marie-Amélie would like to add to that? If not, then we go to the next question, which is topical now. Are there any plans to introduce IOA in South Sudan, given the frequent surges of cholera and measles outbreaks reported between 2023 and 2025? Over to, well, you and Marie-Amélie and Yajna. I'm happy to start answering, and then maybe colleagues can complement. Ideally, our next steps would be to be able to roll out IOA in countries that would require it, would ask for it to be rolled out, and that would be done in collaboration with African continent regional country organizations, and first of all, with the ministries of health. So what we are trying to do right now is to disseminate and socialize IOA. Certainly, recurring outbreaks in South Sudan, as well as in other countries, would be, unfortunately, the perfect context for IOA to be deployed. IOA has been used in such settings, also in DRC, to look into recurring outbreaks and trying to find response mechanisms that have a holistic understanding of the situation. So, but we are looking for resources to be able to offer IOA support and to roll out IOA, train, and have on-the-job support for countries if they are interested. So when we do have that, we definitely welcome requests from ministries and national public health agencies or other partners working in countries. If any other colleagues would like to add to this. It looks like not. In that case, since we are well over time, it's perhaps we'd like to conclude today's session. Anything else you'd like to add before? No, there are other questions, and we'd be happy to be able to answer those questions maybe offline. And thank you very much, Supriya, for the invitation. Well, thank you, Marie-Amélie. What we'll do is we'll share the questions with the technical team, with Marie-Amélie and her team here, and they can maybe do a write-up of some of the questions, perhaps an FAQ, and we can then upload it on our website and share it so that everyone gets the answers to those questions. And with that, I would like to thank Marie-Amélie, Yajna, Dr. Frank, Dr. Nina, our speakers today. Thank you for being here, for taking the time to explain this very important approach. And we'll keep in mind what we heard from the Slido as well. A huge thanks, though. EpiWin is what it is because of all our participants. So a huge thanks to all our participants. You make it what it is, and we love hearing from you and engaging with you. We would like to also thank the interpreters, the French and English interpreters, for making this webinar accessible. And also everyone who's been working in the background to make this webinar happen. I'd like to thank my colleague Michael, who's sitting right next to me here, my colleague Lester, who's sitting all the way in the Philippines, but helping it make happen. Our IT colleagues,
and everyone else. We hope to see you again next week, where there was a question of cholera. Our next EpiWin is on risk communication and community engagement for cholera management. It's the first in a series of a community protection around cholera that we will be starting. And on the 24th of September, we will be having a totally different topic. It's on identifying emerging pandemic threats through metagenomics. So 2 very different topics coming up. We hope to see you next week, 10th September at 1 o'clock Geneva time. And thank you once again. Goodbye.